Madame, Monsieur, bonsoir. Le gouvernement a retiré du Parlement le projet du Code pénal en vue d'amender ce texte dans sa globalité. Pour rappel, ce projet a été déposé à la Chambre des représentants durant l'ancienne législature, en 2016 plus précisément, mais depuis, aucune avancée, sauf pour des amendements apportés à 2 ou 3 dispositions. Le Code de procédure pénale est en cours donc de finalisation. Il sera présenté dans les prochains jours aux députés pour examen. Une refonte globale de ce Code pénal vieillissant s'impose et vraisemblablement, on se dirige vers cela, à en croire quelques révélations du ministre de la Justice lors de son allocution devant les parlementaires. Le nouveau code de procédure pénale devrait ainsi contenir des changements majeurs, détention provisoire ou encore lutte contre la corruption, mais quid du chapitre des libertés individuelles. Des changements majeurs sont donc attendus, encore faut-il qu'ils aient le feu vert des parlementaires. Alors quels sont les scénarios possibles et pour quels résultats surtout? Réponse ce soir en compagnie de mes deux invités, Maître Hatim Begar, avocat au barreau de Kenitra, et professeur Mohamed Bouzlafa, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Alors, professeur Bouzlafa, peut-être un peu de pédagogie pour commencer. Quelle est la différence entre une refonte du code pénal et une refonte ou une réforme du code des procédures pénales? Alors, pour être bref et direct, je dirais qu'une refonte totale du code pénal interpelle le ministère de la Justice pour un changement total, global, du fond et de la forme de ce projet de code pénal. Par contre, ce que nous avons vécu jusqu'à l'instant, et je dirais depuis 1963, on a eu des réformes superficielles qui ne vont pas au fond et qui ne répondent pas aux attentes, que ce soit de la société marocaine ou que ce soit au niveau de l'harmonisation avec la Constitution de 2011. Je rappelle que le texte actuel qui date de 1963, 17 juin 1963, a connu, comme je l'ai soulevé il y a quelques instants, quelques réformes superficielles, à savoir en 2016, en 2004, lutte contre le blanchiment d'argent, lutte contre le traite humain, violence faite aux femmes, disposition contre la torture, mais ça reste des réformes très restreintes et qui ne répondent pas du tout aux attentes, comme je l'ai soulevé tout à l'heure, les attentes de la société civile, les attentes aussi avec le débat que nous avons vécu en 2013, pour une réforme de la justice marocaine, pour une réforme des normes juridiques sur le plan national. Je vous pose la même question, Maître Begar, donc avocat au barreau de Kenitra. Si vous avez quelque chose à apporter ou à ajouter sur l'explication de professeur Bouzlafa et surtout de cette refonte du système judiciaire marocain en vue de... Est-ce qu'aujourd'hui, tout simplement, cette refonte ne s'impose-t-elle pas par elle-même parce que il y a une perte totale, voire quasi totale, de ce système pénal marocain? Bien sûr, confiance du citoyen, hein, je précise. À vrai dire, le débat ne date pas d'hier. Comme a dit Si Bouzlafa, monsieur le doyen, le code pénal marocain, le code de procédure pénale marocain, est à la base, a été établi à partir du code pénal français. Et à partir de 63, il a connu certaines réformes. Nous en sommes arrivés à un point en 2010 aux réformes des réformes. Donc il y avait des réformes éparpillées de par-ci par-là. Et c'était souvent des réactions par rapport soit à un besoin immédiat de la société marocaine, soit par rapport à un besoin immédiat par rapport à la société internationale, vu que le Maroc a ratifié plusieurs conventions bilatérales, plurilatérales avec la communauté internationale. Donc il se devait d'améliorer, d'adapter la loi nationale avec la loi internationale. Mais c'était toujours des réactions, ça n'a jamais été une action en bonne et due forme, afin de, effectivement, comme vous l'avez dit, pour qu'on établisse une refonte totale, tant au niveau de la forme qu'au niveau du fond. Et les exemples sont là. En 2003, suite aux attentats
terroristes, et puis la loi concernant les textes de loi, les quelques textes de loi concernant la lutte contre la traite des êtres humains, ou la modification d'un ou deux textes suite au suicide de Amina Filali, que Dieu ait son âme, et ainsi de suite. Donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui, et j'aimerais bien que le ministre de la Justice nous amène une refonte totale, nous amène un projet avec une nouvelle vision, que cela soit du système judiciaire marocain ou des intervenants dans ce système-là, ou bien sûr la législation pénale, soit le code pénal, soit le code de procédure pénale. Très bien, alors parlons de ce code pénal, de ce projet, de ce texte du code pénal qui est au Parlement depuis 2016. Messieurs, pourquoi selon vous il a été retiré? Enfin, d'abord, quels sont les motifs qui ont poussé le gouvernement actuel à retirer ce texte du code pénal qui restait, rappelons-le, au Parlement, chez les parlementaires, sans qu'aucun vote n'ait été approuvé dessus, et cela depuis 5 ans. Donc, quelles sont selon vous les raisons de ce retrait, professeur Bouzlafa? Alors, pour être aussi bref, je dirais qu'il est tout à fait normal, avec un nouveau ministre de la Justice et un nouveau gouvernement, qu'il était quasiment impossible de valider un travail qui a été élaboré par un autre ministre et par un autre gouvernement, avec une idéologie qui est tout à fait différente par rapport à l'actuel gouvernement. Alors, ça, c'est le premier argument, à mon sens. Le second argument, c'est qu'avec le ministre actuel, le gouvernement actuel, il est certain que certains articles de ce projet de code pénal vont être revisités, vont être revus. Je suis aussi ambitieux que j'ai une énorme ambition, comme l'a dit et l'a soulevé mon collègue Sipka, qu'une refonte totale de ce projet de code pénal soit faite. Mais actuellement, avec tout ce qui a été avancé par M. le ministre Sioudi, je doute fort que il va y avoir cette refonte totale, et comme je l'avais soulevé tout à l'heure, la refonte totale, à mon sens, doit tout d'abord commencer par la forme de ce code de procédure pénale, par l'harmonisation de ce code pénal par rapport à la Constitution, par rapport aux engagements du Royaume, du Maroc, vis-à-vis des conventions internationales. Alors, je dirais que ces arguments font que il était tout à fait attendu que le ministre actuel retire ce code pénal qui a traîné depuis, je dirais, un travail qui a été fait en 2014 et qui a été débattu. Le projet pénal a toujours été pas débattu, pas soulevé. Justement, ma question. Oui. Mais la question qui se pose aussi, professeur Bouzlafa, c'est pourquoi il a autant créé le débat? Pourquoi a-t-il autant déjà tardé au Parlement lors de l'ancienne législature? Quels sont les points de discorde? Quels sont tout simplement quels sont les points qui ont déplu à une large majorité de nos parlementaires? Et pourquoi? Plusieurs points à la fois. On peut soulever plusieurs points à la fois. Je ne citerai qu'entre autres l'enrichissement illicite, la question des libertés individuelles, la question de la refonte des peines au niveau de ce code pénal. Il y a un débat qui est toujours soulevé par rapport à la peine de mort, par rapport aux peines alternatives. Je dirais que plusieurs points à la fois sont soulevés, et chaque fois, la discordance et le débat qui est soulevé, que ce soit au sein de la société ou que ce soit au sein des partis politiques, fait que on préfère reporter ce débat, et je pense que ça ne met pas le Royaume du Maroc dans une situation confortable vis-à-vis des instances internationales, vis-à-vis des rapports qui sont débattus au sein de Genève sur la problématique du code pénal, problématique des choix des peines, problématique de la définition, par exemple, du terrorisme. Alors, je pense que c'est parmi les points qui font que ce code pénal, il a toujours été reporté et que le débat n'aboutisse pas en fin de compte.
Maître Beggar, avocat au barreau de Kenitra, donc, est-ce que vous partagez l'avis de professeur Bouzlafa en ce qui concerne cette refonte totale du code pénal, qui, rappelons-le, a plusieurs décennies aujourd'hui. Il est quand même âgé, hein, notre code pénal. Il a besoin d'être rafraîchi, d'être rajeuni, au vu, bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une adaptation à des réalités sociales, socio-économiques, mais aussi, vous avez parlé d'adaptation aux exigences endogènes et exogènes, donc au niveau national ou international. Est-ce que vous pensez qu'il risque d'y avoir certains points qui reviennent dans les nouvelles propositions du nouveau gouvernement, dans ce nouveau code pénal, qui pourraient aussi créer débat au sein de l'hémicycle? Écoutez, tout d'abord, j'opterai pour... j'accorderai au ministre de la Justice le bénéfice du doute. Toutefois, nous faisons face à un État, c'est le pouvoir exécutif et c'est le pouvoir législatif. Nous parlons d'une personne morale et le principe préétabli, le principe logique, c'est la continuité de cette personne morale, de ces institutions-là. Bien sûr, il est à prendre en considération les statistiques qu'a présentées le ministère chargé des relations avec le Parlement et de la société civile, et qui stipule très clairement que plus de 85% de législation émane du système exécutif, émane du gouvernement et non pas du Parlement, et tout gouvernement confondu. D'ailleurs, toutes les propositions, les propositions par rapport au code pénal, au code de procédure pénale, toutes les modifications, les refontes, les améliorations ont été proposées par le pouvoir exécutif, tout gouvernement confondu. Je me dis bien que oui, peut-être, monsieur le ministre Abdelfoubi et son parti ont une nouvelle vision à l'égard du système judiciaire dans sa totalité et du code pénal et de la procédure pénale. Mais finalement, pourquoi ? Ce qui me désole, c'est que nous retirons un projet de texte de loi pour le représenter au Parlement et le débattre encore une fois. Mais tout est supposé se faire dans le Parlement. C'est le pouvoir législatif. S'il y a une refonte à faire, s'il y a une modification à faire, qu'elle se fasse au niveau des représentants du peuple, au niveau du Parlement. Autrement, nous opterons pour la même méthodologie, à savoir les débats périphériques, les débats purement et dûment politiques. Et c'est exactement cette méthode qui a fait que ce projet de loi n'a pas abouti depuis 2016. Donc il faudra éviter ces débats-là, entrer dans le fond du sujet, l'adapter avec la Constitution, oui, mais aussi s'élever aux attentes de la société. Excusez-moi, je voudrais juste préciser qu'il y a les attentes de la société marocaine, mais il y a aussi les attentes de la société civile, des associations des droits de l'homme. Nous avons beaucoup de doléances qui ont été présentées, que ce soit au Parlement ou au gouvernement, à travers une vision, une réforme globale du système judiciaire marocain, avec ses outils principaux, la procédure pénale et le code pénal. Mais est-ce que vous pensez qu'une réforme globale, bon, avant que je revienne justement à ce point qui a été soulevé par le porte-parole du gouvernement en ce qui concerne le débat national avant adoption de ce texte, nous y reviendrons. Mais avant, est-ce que vous pensez que ce nouveau ministre donc, et son département ont eu assez de temps pour mettre en place une refonte globale de ce... C'est une question de temps aussi. Hein. Oui. C'est une question de temps, c'est une question d'échange, c'est une question d'unification de points de vue, parce qu'il n'y a pas que la magistrature, il y a l'assise, il y a la magistrature, il y a les professions juridiques et judiciaires, les experts, les avocats, le service greffe. C'est tout un système qui est supposé appliquer éventuellement ces textes de loi, et cette applicabilité émane d'une certaine pratique, d'une certaine vision, et c'est de ça qu'il faudra qu'on parle. Unifier de part et d'autre tous les intervenants et débattre d'un socle, d'un code pénal, sur un code pénal clair, adapté à la Constitution, adapté à la législation internationale et qui serait finalement visionnaire, parce qu'on pourrait parler de l'enrichissement illicite, on pourrait parler de certains points qui suscitent un débat politique, mais il y a aussi les droits, vous l'avez très bien cité au début de cette émission, les droits et libertés individuelles.
il faudrait s'adapter aux standards internationaux, non seulement aux standards nationaux. Il y a tellement de choses. Est-ce que, monsieur le ministre, est-ce que son gouvernement auront le temps, durant une semaine ou 15 jours, pour amener? Alors, soit ça a été déjà établi et nous ne le savons pas, en tout cas, ce n'était pas dans les promesses électorales. Avec quelle perspective? N'est-ce pas, Sibgad? Oui, promesses électorales, oui, mais il faut du temps au temps. Nous ne parlons pas d'un texte ou de texte de loi, nous parlons d'une refonte globale, générale, comme a dit Si Bouzlafa, tant au niveau de la forme et au niveau du fond. Mais ça demande du temps. Vous êtes d'accord avec moi que en quelques semaines, on ne peut pas remettre à plat et reconstruire tout un système judiciaire d'un pays avec ses codes, bien sûr, sociaux. Oui. Surtout que les outils que le parquet est supposé, tous les intervenants de la justice sont supposés travailler avec, sont des outils nouveaux. Nous parlons de la digitalisation, la dématérialisation, c'est tout un tralala. Alors, excusez-moi, 15 jours ou une semaine pour nous amener une refonte. Et nous en débattrons. Au sein du Parlement, pourquoi ne pas le laisser au Parlement en débattre? Dans l'établissement qui est supposé légiférer, en invitant les intervenants, en invitant les professionnels et à travers les médias, lancer un débat public et prendre son temps pour que les choses soient faites de la meilleure des façons. Il en a parlé, le ministre Wahbi. Il en a parlé, en tout cas pas lui, mais en tout cas à travers le porte-parole du gouvernement, Sibaitas. Il y a question d'un débat national avant adoption, ou pas d'ailleurs, avant adoption du texte. De quoi s'agit-il exactement? Je vous poserai la question et je poserai la question aussi à l'académicien qui est avec nous. On parle de débat national, ça veut dire quoi aujourd'hui? Enfin, nous en sommes là. La vraie question, de quoi s'agit-il? Lorsque monsieur le ministre Serramid a été instauré ministre de la Justice, nous avons eu le débat national profond, large, avec toutes les dimensions pour une refonte globale, tant au niveau de la forme et au niveau du fond du système judiciaire. Et nous avons eu un vrai débat qui a pris beaucoup de temps pour aboutir à une mouvance de réforme. Aujourd'hui, avec un nouveau gouvernement, en moins de 10 ans, nous aspirons à une nouvelle refonte. C'est la réforme des réformes. On se perd dans les ruelles. Soit il y a un travail concis, permanent, perpétuel, stable, parce que finalement, le justiciable et le citoyen se perdront à force de textes de loi éparpillés par-ci, par-là, à force de modifications. Même les magistrats se perdent. Et même au niveau de l'adaptation de la terminologie. Nous avons plusieurs textes de loi qui sont liés entre eux, mais qui sont vraiment éloignés, différents en termes de terminologie. Il n'y a même pas une unification de terminologie parce que chaque gouvernement aimerait avoir sa petite touche. Et ça émane du purement politique. Or, notre objectif, la finalité, c'est d'instaurer un texte de loi qui fera en sorte que la société marocaine reste stable, progresse dans un climat correct et apte à faire en sorte que finalement cette société progresse. Absolument. Professeur Bouzlafa, un débat national. D'abord, un débat national et aussi peut-être que vous voudriez réagir sur cette question de temps, cette question de refonte globale et aussi les principaux points qu'on devra déjà réviser pour qu'on puisse sentir la différence entre l'ancien code pénal et le prochain. Si vous le permettez, tout d'abord, je voudrais revenir sur un point qui est très important à mon sens, et vous l'avez si bien soulevé, c'est qu'au fait, un gouvernement qui se respecte, un parti politique qui chapeaute un gouvernement actuel, se devait, lors des préparatifs avant les élections, d'avoir une vision claire par rapport aux problématiques, pas seulement économiques, environnementales, éducatives, mais aussi par rapport à la politique pénale. Par rapport à cette politique pénale, malheureusement, nous ne relevons pas au sein des programmes des partis politiques une position. Ça, premièrement. Deuxièmement, je reviendrai sur le fait que, et je rappelle qu'il y a quelques années, il y a eu l'installation de la haute instance conduite de dialogue national sur la réforme globale et profonde de la justice. Ça a pris 2 ans de débat sur le plan national. Ça a été présenté à Sa Majesté les résultats de ce débat sur le plan national.
Et de ce fait, il y a eu des commissions pour débattre et préparer des projets, notamment le projet de code pénal, le projet de code de procédure pénale et d'autres projets. Alors, maintenant, il faudrait juste se dire qu'actuellement, on ne va pas pouvoir revenir en arrière pour qu'il y ait un débat national. Et là, je suis d'accord avec mon collègue et ami Silka pour dire que c'est un sujet qui a été largement débattu et qu'au niveau national, que ce soit la société civile, les organisations représentant les droits de l'homme sur le plan national, que ce soit le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, et autres ont déjà présenté des mémos par rapport aux attentes de cette refonte, je dirais, de la législation pénale qui est composée pas seulement du code pénal et aussi du code de procédure pénale, mais aussi la loi qui gère les prisons sur le plan marocain. Alors, les attentes, madame, les attentes, ils sont multiples. Nous avons besoin tout d'abord d'harmoniser, comme je l'avais soulevé tout à l'heure, le code pénal par rapport à la Constitution de 2011. Nous avons besoin de la consolidation des garanties constitutionnelles des droits humains et des garanties d'un procès équitable, tout simplement. On attend de l'adoption, de la mise en œuvre d'une stratégie nationale intégrée de lutte contre l'impunité. D'où le débat qu'il y a eu sur l'enrichissement illicite. Nous sommes toujours en attente d'une réforme de la gouvernance des appareils sécuritaires. Il y a tout un débat actuel. On est aussi en attente d'une indépendance de la justice et la mise à niveau de la législation de la politique pénale sur le plan national. Et aussi les garanties judiciaires qui doivent être respectées, quelles que soient les personnes poursuivies ou les crimes commis, notamment pour certains cas, je ne citerai que le terrorisme ou autre. Alors, partons de ce constat, partons du fait que le débat a pris énormément de temps. On se doit actuellement et on n'a plus droit à l'erreur, on n'a plus droit de tarder encore plus. C'est un projet de loi qui devait voir le jour en 2014, je dirais, ou au moins en 2016, et on est actuellement en 2021. Moi, ce que je dis, c'est que je ne pousserai pas le débat vers le sens où il doit y avoir un autre débat sur le plan sociétal, parce que ça va nous faire un retour en arrière. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités, doit présenter un projet qui va être débattu au sein du Parlement en se ressourçant des normes internationales, de la Constitution et des mémos qui ont été présentés avec un courage, c'est de prendre des décisions par rapport aux propositions et après, ça sera au sein du Parlement que le débat doit se faire. Alors justement, puisque vous parlez de constitution et de droit international, déjà le retrait du projet de loi sur la réforme du code pénal a suscité débats et des réactions assez réticentes, voire même de refus de certaines parties, notamment la société civile. Il y a l'instance nationale de protection des biens publics et transparence au Maroc qui dit suivre, je cite, avec inquiétude le retrait du projet de loi 10-16 modifiant et complétant le code pénal, un projet de loi élaboré suite aux demandes et aux recommandations des différentes organisations nationales et internationales des droits de l'homme dans le but est de faire évoluer le système pénal marocain. En gros, l'instance parle peut-être d'une atteinte à la libre concurrence et à l'accès aux appels d'offres publiques, de la corruption, de l'enrichissement illicite, on vient d'en parler, et la redéfinition du crime transnational. Professeur Bougar, est-ce que ces craintes sont fondées selon vous, ces craintes de cette instance et cette association de lutte pour la protection des biens publics ? Non seulement cette association, mais bien d'autres, et je pense que c'est... Je n'ai cité que celle-ci, oui. Dans le sens où le gouvernement, que ce soit celui-là ou le précédent gouvernement, ne se sent pas expliqué. Il y a un manque de communication qui nous amène à un manque de confiance. Donc nous n'avons pas confiance en ce que les gens font parce qu'ils ne communiquent pas, ils n'expliquent pas et ils n'ont pas le courage d'expliquer ce qu'ils font, les motivations, les tenants, les aboutissants, et nous avons des justifications tous azimuts. Chaque ministre ou porte-parole nous apporte ces justifications qui, pour nous professionnels ou pour les associations qui
qui travaillent sur des thématiques sociétales relatives au code pénal ou au code de procédure pénale ne comprennent pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'on retire un texte de loi pour le modifier alors que nous sommes supposés le modifier au sein même du Parlement. D'autant plus que le débat qui a prévalu précédemment, c'est le débat par rapport à l'enrichissement illicite et on a dit à ce moment-là que c'est le point, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui a fait déborder le pot et c'est à cause de ce point-là que les partis politiques ne se sont pas mis d'accord. Sachant que d'autres thématiques, d'autres problématiques essentielles, vitales pour la société marocaine, en prennent un coup à cause du retard. Les garanties en faveur des accusés, le droit des professionnels à exercer et à opter pour certaines mesures lors de la procédure en cours face au parquet ou face au tribunal, les droits et libertés personnelles, individuelles, et ainsi de suite. C'est beaucoup d'attentes, ce sont beaucoup d'attentes pour des justifications modiques. Qui ne vont pas dans le sens d'une réelle modification. Ce ne sont que des justifications. Pourquoi on retarde, pourquoi on retire, pourquoi on dépose. Oui, mais justement, faire prévaloir aucune modification. Le ministre Wehbi a estimé dans une interview, et je cite ces mots, ce qui menace le plus la loi, c'est de la traiter avec sélectivité. Or que oui, bien sûr qu'il faut traiter la loi avec sélectivité, puisque le code du travail, ce n'est pas le code des affaires, ce n'est pas le code de la famille, ce n'est pas... en tout cas... Et peut-être une réaction sur cette déclaration, Maître Bogar, du ministre de la Justice. Encore une fois, je lui accorde le bénéfice du doute, mais toujours faut-il qu'il nous présente quelque chose de fiable, quelque chose de concret, concis, sur lequel on pourra débattre. On pourra débattre tous ensemble. Autrement, je ne voudrais pas aller jusque-là, mais j'ai une crainte aussi en tant que professionnel que ça ne soit une magouille, je m'excuse du terme, une magouille politique pour réformer certains textes de loi qui dérangeaient certains partis il y a 2 ou 3 ans, sans plus. Alors, ces textes de loi, notamment la question de l'enrichissement illicite, qui dérangeait certains partis. Nous allons revenir aux libertés individuelles, mais sur cette question d'enrichissement illicite. Et encore une fois, dans la même interview, le ministre a dit que la question ne fait pas peur et que son parti était un parti libéral. Et il faut tout de même que la notion soit entourée de plusieurs garanties. Quelles sont ces garanties, professeur Bouzlafa, par rapport à l'enrichissement illicite? Alors, permettez-moi tout d'abord de soulever un point, à mon sens, qui est très important, c'est que j'ai été étonné de voir à quel point certaines personnes, dans leurs analyses par rapport à ce retrait du projet du code pénal, pour eux, n'a pas suscité de méfiance. Et même, on a considéré que c'est juste un débat artificiel. Et qu'en fin de compte, pour nous rassurer, il ne va pas y avoir de changement par rapport au texte initial. C'est pour cela qu'il paraît qu'il y a une malcompréhension et il n'y a pas de communication claire là-dessus. Alors, je dirais que les craintes, à mon sens, elles sont fondées parce que, comme je l'avais soulevé tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un énorme débat sur le plan national et quand on est arrivé à déposer un projet au sein du Parlement, c'est qu'un parcours énorme a été derrière. Alors, il n'y avait pas de raison, vous l'avez soulevé, Sylvia. Maintenant, puisque ça a été retiré, on est devant une situation qui est classique. Le projet a été retiré. Alors, actuellement, nos attentes, elles sont énormes. Jusqu'à quel point on va consolider tout le travail qui a été fait auparavant, notamment sur plusieurs thématiques à la fois, et avoir le courage pour prendre des décisions, pour reformuler certains articles qui ne font pas l'unanimité sur le plan national. Que ce soit par rapport au débat qu'il y a eu sur l'enrichissement illicite, et en nous rappelant qu'il y a eu ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, et qu'en fin de compte, il y a eu un blocage au sein du Parlement, malheureusement. Et aussi la question ou la place des libertés individuelles dans ce projet de code pénal. Alors, mes attentes en tant qu'académicien et en tant que militant des droits de l'homme, là-dessus sont énormes. Nous savons très bien que c'est l'un des points essentiels de débat et de discordance entre les partis politiques d'un côté et même au sein
du même gouvernement. Rappelez-vous, il y a quelques années, il y a eu un débat houleux entre des partis du même composant qui est le gouvernement, l'ancien gouvernement. Alors, je dirais, je vais aussi, comme l'a soulevé Sibkar, donner le bénéfice du doute pour notre collègue ministre. Et on restera, on attend de voir cette nouvelle, ce nouveau projet et les avancées qu'il va présenter et voir dans quelle mesure il va y avoir ce courage dont j'ai fait référence tout à l'heure. Alors, bien évidemment, on va être cadré par rapport à ce code de projet de code pénal, par rapport, comme je l'avais soulevé, aux références constitutionnelles, les conventions internationales, ainsi qu'à la dimension humaine particulièrement concernant les libertés individuelles. Alors, je pense là, je serais heureux de voir dans mon pays qu'un débat sera animé au sein du Parlement et je sais qu'au sein du Parlement, nous faisons confiance aux élus marocains et marocaines et que ce débat avec la majorité gouvernementale, s'il y a s'il y a ce courage dont j'ai parlé tout à l'heure, certainement il peut y avoir débat même si dans la même coalition gouvernementale au sein du Parlement. C'est-à-dire des propositions émanant du PAM qui peuvent être contestées par l'Istiqlal ou le RNI? Par expérience sur le plan national, nous l'avons vécu avec le PJD, avec l'USFP, avec notre parti politique lors de l'ancien gouvernement. Et nous avons constaté à quel point il y a eu cette discordance au niveau d'un projet commun, d'un parti, d'un gouvernement composé de plusieurs partis, mais qui n'ont pas la même idéologie, qui n'ont pas la même vision des choses par rapport aux réformes sur le plan national. Et je l'avais constaté moi-même. Quand j'ai eu l'honneur de représenter mon pays avec des associations de la société civile à Genève, les questions qui se posaient tout le temps, c'était les attentes sur le plan international des réformes, que ce soit du code pénal ou que ce soit du code pénal. Alors là, les réponses étaient de la part de M. Remid, avant, quand il était ministre de la Justice et après en tant que ministre des Droits de l'Homme, c'était quelque chose qui ne pouvait pas répondre aux attentes sur le plan national et qui n'était pas conforme aux engagements marocains et aux engagements qui ont été clairs. Mais il ne s'en cache pas, professeur Bouzdalfa. Le ministre ne s'en cache pas. Abdelatif Obé a parlé d'avortement, il a parlé de peine de mort, il a parlé de liberté individuelle. Donc, si on peut parler de certaines indiscrétions dans ce nouveau projet qui sera donc présenté aux parlementaires. Donc, il y aura ces questions-là. Quelles sont les chances pour que ces questions-là puissent avancer, évoluer au même rythme que notre société? À mon humble avis, le Maroc a la particularité que nous vivons chaque fois des réformes, malgré les débats houleux et les discordances entre les composants de la société. Nous arrivons à avoir une entente sur le moment et sur les réformes et leur ampleur. Rappelez-vous qu'en 2004, avec le Code de famille et ce que ça a soulevé sur le plan national, avec la clairvoyance de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, et avec cette commission qui a pu nous donner un projet de code de famille qui est d'une renommée internationale et qui a eu l'éloge de tous les pays de voisinage, ou au moins de la région MENA et sur le plan international. Maintenant, je me dis que on a perdu assez de temps. Le code pénal et le code de procédure pénale ont besoin tous deux d'une refonte et que le débat sur les deux projets au sein du Parlement, personnellement, je me dis que il faudrait aller de l'avant. On ne peut pas attendre encore plus sur des problématiques sociétales qui sont soulevées chaque jour. Et il n'y a pas que la liberté individuelle, il y a la peine de mort, il y a les peines alternatives. Et vous le savez très bien, madame, que actuellement au Maroc, nous avons une surpopulation carcérale. On a plus de 90 000 prisonniers au sein des prisons marocaines. En quelque sorte, c'est pas que le code pénal, c'est aussi le code de procédure pénale qui a besoin d'être revisité, qui a besoin d'être reformulé pour permettre aux magistrats, au parquet, permettre d'avoir d'autres mécanismes que les peines. Alors, j'imagine que
quoi qu'il en soit, on peut se dire que même si on arrive, peut-être probablement dans les mois à venir, on n'arrivera pas à une refonte totale, mais il faudrait qu'on avance par rapport aux attentes des citoyens et des citoyennes marocaines pour des thématiques qui sont d'une grande importance. Maître Begar, justement, en parlant de ces modifications, le ministre a parlé de consolidation des garanties pour les accusés, stipulant entre autres la présence d'un avocat dans les commissariats de police au moment de l'étape de l'audition, les conditions de détention provisoire, le recours au bracelet électronique en cas de mise en liberté provisoire. Selon vous, et tout à l'heure vous avez parlé de changements, est-ce qu'on est outillé pour ces changements digitaux en l'occurrence? Est-ce que ce qu'on a, la réalité du terrain, est-elle à la hauteur des ambitions du ministre de la Justice? Alors là, pas du tout. Et il le sait très bien, monsieur le ministre de la Justice, parce c'est un avocat. C'est un professionnel, c'est un avocat. Et pas des moindres, avec beaucoup d'expérience. Donc, justement, vous avez cité à plusieurs reprises ce qu'a manifesté ce qu'a dit monsieur le ministre de la Justice sur tel ou tel point. Et ses promesses que ce point sera soulevé ou un autre point sera débattu. Mais quelle est la position de ce ministère-là? Quelle est la position du gouvernement? Sur quoi allons-nous débattre? Allons-nous débattre sur les garanties? Allons-nous débattre sur les sujets sociétaux, des sujets sociaux? Quelle est la position du gouvernement? Quelle est la position préétablie et qu'est-ce que nous sommes supposés faire? Quand est-ce qu'on va débattre de cette réalité-là? Parce que finalement, la loi n'est que ce qu'on en fait. Nous avons aujourd'hui des textes de loi des meilleurs au niveau international, les meilleures lois, les meilleurs textes de loi. Mais c'est une question aussi d'applicabilité. Si Bouzlafa a mentionné les peines alternatives ou les mesures alternatives de la détention provisoire. Nous avons une population carcérale de plus de 80 000 incarcérés et les statistiques sont de 44% en détention provisoire. 18% au niveau de la première instance, 26% au niveau de la cour d'appel. C'est un problème dû à l'infrastructure, aux ressources humaines. C'est un problème dû à la procédure, dû aux garanties. Et il ne faut pas oublier une chose, il faut impliquer l'approche inclusive que monsieur le ministre ou que le ministère, pour ne pas personnaliser le débat, que le ministère, cette approche inclusive que le ministère est supposé adopter pour que nous ayons les meilleurs résultats possibles, n'est pas adoptée. Nous demandons aux magistrats de faire de leur mieux, d'avoir le courage d'appliquer le texte de loi avec un sens de justice, mais dès que le magistrat le fait, il n'a même pas les garanties de travailler correctement avec une certaine stabilité. Le jour où viendra une inspection, ils lui demanderont pourquoi. Et ils ne se contenteront pas d'une réponse procédurale, une réponse qui se réfère à un texte de loi ou à un communiqué de monsieur le président du parquet national. Donc il faut aussi instaurer un contexte stable, sain, pour le débat, à la fois pour le débat et pour l'applicabilité de ces textes de loi. Nous ne parlons pas de la réforme du système judiciaire aujourd'hui, nous parlons des outils. Le code de procédure pénale et le code pénal, ce sont les outils principaux de plusieurs milliers de professionnels. Et la population cible n'est pas que le justiciable, c'est aussi le citoyen, à travers l'exemple que nous donnons pour effectivement participer à cette stabilité sociale que nous avons. Donc, quels sont les messages ? Je reviens encore une fois à votre question, la Khadija, très pertinente. De quoi s'agit-il? Oui, bon, alors vous me la posez, je ne peux pas répondre. Hein. Peut-être qu'on la posera au ministre au moment voulu. Moi, monsieur le ministre. Absolument. Mais nous débattons justement de ces questions-là. On parle de peines alternatives. Quelles sont ces peines alternatives? Est-ce que déjà c'est faisable concrètement au Maroc? On parle aussi d'un impact sur la criminalité. Est-ce que vous pensez que ces modifications pourront avoir un impact positif sur la criminalité, en tout cas la baisse du taux de criminalité? Sur quel modèle peut-être qu'on se serait basé pour mettre en place ces modifications? Bref, en tout cas, il y a débat, certainement, Maître Begar. Mais avant, justement, tout à l'heure, vous avez parlé des libertés individuelles. Est-ce qu'on aura le courage de mettre en place des lois protégeant ces libertés individuelles lors de ce mandat de ce gouvernement qui se veut mettre une rupture avec les deux derniers mandats, les deux derniers gouvernements?
Nous avons, Madame Khadija, nous avons deux principes fondamentaux. Depuis 2005-2006, qui ont été considérés en France comme étant des principes constitutionnels. La sécurité juridique et le deuxième principe, la sécurité judiciaire. La sécurité juridique, c'est que le justiciable ou le professionnel ait un texte de loi clair, stable, permanent et n'ayant pas subi plusieurs réformes en un temps court. Le deuxième principe suppose que nous ayons une justice flexible. Justice flexible qui applique les mesures alternatives à la détention provisoire ou des peines alternatives. Bien sûr, évidemment, je suis tout à fait d'accord que c'est le fondement même d'un système judiciaire flexible et ça ne pourrait être que bénéfique pour la société marocaine, dans le sens où c'est une personne, au lieu de l'incarcérer, au lieu de l'emprisonner durant 2 ou 3 ans, on pourrait lui infliger une peine qui reviendrait positivement, qui aura un effet positif sur lui, à la fois sur lui et sur la société. C'est très bien, mais ceci suppose une refonte totale et une nouvelle vision du système judiciaire et des textes de loi que nous appliquons aujourd'hui. Et ceci ne peut pas être fait, ne peut pas être proposé ou établi en 10 jours ou en 15 jours. Moi, à mon sens, ce qui nous fait défaut aujourd'hui, c'est le débat sérieux, c'est le débat concret par rapport aux textes de loi et dûment juridique. Et quel courage nous en aurons besoin. Nous aurons besoin de beaucoup de courage et de beaucoup de retenue, de bon sens, le jour où nous en arriverons à débattre des libertés individuelles. Parce qu'avec les références, avec les standards internationaux, avec la culture marocaine, ça sera un débat culturel, ça sera un débat de valeurs, ça sera un débat de croyances, ça sera un débat sur plusieurs niveaux. Et non, pas seulement les juristes ou les professionnels participeront à ce débat, nous aurons aussi d'autres instances, telles que le Conseil national des droits de l'homme, pourquoi pas les instances des oulémas. Les oulémas. C'est tout un... Oui, absolument, car dans la religion musulmane, qui est une source de droit, j'estime personnellement que dans cette religion-là, dans la charia musulmane, il y a un espace amplement plus large que l'espace acquis aux accusés ou à la société dans les textes de loi actuels. Il faudra aussi préciser concrètement la sphère de l'applicabilité des textes de loi, faire la différence entre l'espace commun, l'espace partagé et l'espace privé. Pourquoi un texte de loi est censé s'appliquer sur moi, sur ma famille, quand je suis chez moi, dans un espace privé et pratiquant ma vie privée? Quel est l'apport par rapport à la société? Donc nous aurons besoin de beaucoup de courage et c'est là où Monsieur le ministre devra être amplement plus fort de caractère, parce qu'il ne s'agira plus que de politique. Ça, c'est sûr. Absolument. Et défendre son projet devant les parlementaires. Alors, justement, oui, dites-moi, Maître Begar. Il aura à défendre un point de vue qui n'a toujours pas manifesté, ce qui me semble qui ne sera tardé. Qui ne sera tardé. Bon, bien. Alors justement, puisque vous êtes avocat, hein, le nouveau code de procédure vous donne à vous, avocat, les mêmes moyens que le ministère public. De quoi s'agit-il et en quoi cela devrait impacter les procédures et notamment l'acte de justice? En fait, le ministère de la Justice a promis de légiférer dans ce sens, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, pour faire en sorte que le barreau, que la profession ait au minimum les mêmes prérogatives que le parquet, parce que valeur d'aujourd'hui, le parquet coordonne, ordonne, supervise toute la procédure. Du moment de l'arrestation jusqu'à l'application de la peine. D'autre part, les avocats, pour intervenir au niveau de la procédure, leur intervention est très limitée, que ce soit dans le texte ou dans le temps. L'exemple qu'a cité Monsieur le ministre, la présence d'un avocat lors des investigations avec un supposé accusé avec un détenu. Ça existe aujourd'hui, mais d'une façon très modique. Nous ne pouvons intervenir que lors de la prolongation de la durée de détention provisoire, de la garde à vue, pardon. La garde à vue, oui. Et les fameuses deuxièmes 24 heures, mais juste pendant 30 minutes. Après que la police ait investigué et rédigé le PV, franchement, quelle est la plus-value, quelle est la valeur ajoutée
de mon action en tant qu'avocat ou d'une consoeur. Donc, nous avons besoin d'alignement aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça rentre dans la perspective d'une justice flexible, une justice à l'américaine. Parce qu'aujourd'hui, le parquet, ce sont des magistrats qui ont à la fois une double fonction administrative et judiciaire. D'autre part, le barreau qui est supposé défendre les garanties des accusés ou des fois défendre le droit des plaignants, des demandeurs, nous pouvons défendre à la fois les accusés ou les demandeurs, les plaignants. Donc, pour s'aligner avec les prérogatives dont jouit aujourd'hui le parquet, il faudra beaucoup de travail. Il faudra beaucoup travailler sur ça, sachant que ça n'est pas une doléance personnelle ou une doléance en faveur de certaines personnes ou d'un métier. Ce sont des doléances ou des doléances par rapport à des garanties que nous demandons à ce qu'elles soient appliquées en faveur des justiciables, en faveur des accusés, en faveur des incarcérés. Oui. Bon. Il nous reste 5 petites minutes avant la fin de cette émission. Un dernier mot, professeur Bouzlafa, sur ces questions que nous venons de débattre. Et je ne vous ai pas fait réagir sur la question des libertés individuelles. Peut-être que vous voudriez apporter quelque chose de nouveau dessus. Bref, un dernier mot pour clore. Si vous le permettez, tout d'abord, je voudrais soulever un point qui est très important, c'est qu'il y a eu un projet de code de procédure pénale en 2014. Et j'ai eu le plaisir de siéger au sein de la commission de rédaction de ce projet. Un projet qui se devait ambitieux par rapport à la période 2014 et surtout après la Constitution 2011 et après la fameuse commission qui a débattu de la refonte des normes juridiques sur le plan national. Et malheureusement, depuis 2014 à ce jour, ce projet de code de procédure pénale n'a pas vu le jour. Cela pour dire que nous avons un problème sur le plan national, c'est la législation sur le plan national. Les mécanismes sont très lents. On a beau faire un travail en amont, on a beau travailler pendant des jours et des nuits pour élaborer un projet, mais malheureusement, la machine législative prend beaucoup de temps. Ce qui fait que depuis 2014 à 2021, je considère que ce projet de code de procédure pénale est dépassé par rapport au moment. Premièrement. Deuxièmement, c'est le même débat par rapport au code pénal. C'est 2016 et à ce jour n'a pas vu le jour. Il a été retiré par le ministre. Ça démontre à quel point la machine législative doit être revue. Et c'est un appel aux parlementaires marocains pour qu'il y ait un travail plutôt plus accéléré pour la production des textes qui sont d'une grande importance. Et si vous le permettez, je reviens sur un point, à mon sens, qui a été soulevé tout à l'heure et qui n'a pas été encore plus clair, à mon sens, c'est ces peines alternatives par rapport au projet de code pénal et comment ces dernières agiront-elles sur une réforme très importante. Je reviens à un point, c'est le dernier rapport annuel de la DGAPR qui a fourni des statistiques récentes relatives à la population carcérale qui dépasse les 90 000. Je reviens aussi sur le coût de la DGAPR qui, en 2020, par rapport au rapport qui a été présenté par la DGAPR, c'est quasiment 2,286 milliards de dirhams et quelque chose comme 84 000. Alors, vous pouvez imaginer cette somme d'argent qui est investie pour que les droits de l'homme soient respectés au sein des prisons, mais pour prendre en charge les détenus, mais aussi pour la machine de la DGAPR. Alors, c'est pour cela que nous disons, s'il y a 45% des personnes qui sont dans les prisons, et c'est des prisonniers en détention préventive. Alors là, les peines alternatives auront un impact très important et direct sur le nombre de la population carcérale et sur les dépenses publiques. Ça d'un côté. D'un autre côté, l'impact
par rapport à la criminalité, cette réforme du code pénal, la réforme du code pénal, elle est tellement attendue parce qu'il va y avoir un impact. L'impact, il est ressenti par rapport à plusieurs points à la fois. Disons, ça va permettre de remédier les différentes lacunes de la nomenclature actuelle de ce code pénal. C'est pour cela que nous disons il faut qu'il y ait une refonte de la forme et du fond à la fois. Les peines alternatives, ils vont pouvoir réduire la pression sur les prisons et ça va permettre qu'il y ait un travail de fond oui. et adéquat par rapport aux ressources et par rapport aux prisonniers. Ça va permettre aussi le message est clair. Merci. Les droits des prisonniers. Absolument. Alors, par rapport au code de procédure pénale, je rejoins ce qu'a dit Maître. Un dernier mot, je rejoins. Nous avons besoin de consolider les droits de la défense. On a un certain moment, en 2011, avec la Constitution, avec le débat national, on a été de ceux qui ont appelé à l'indépendance du pouvoir judiciaire, à l'indépendance du parquet. Maintenant, on a besoin aussi d'un équilibre par rapport à la droit de la défense pour qu'un procès équitable dans notre pays soit réalisable. Merci beaucoup, et c'est du vœu de la société civile, de différentes associations, mais aussi tout simplement du citoyen, de la citoyenne marocaine. Merci beaucoup, professeur Mohamed Bouzlafa, doyen de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Fès, et maître Hatim Bgar, avocat au barreau de Kenitra. Merci messieurs d'avoir enrichi cette émission ce soir. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée.